Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Africa 24 pour cette émission spéciale consacrée à la visite du président du Congo, Denis Sassou Nguesso, en France. Le chef de l'État congolais est reçu ce mardi à l'Élysée par son homologue français François Hollande. Un événement que vous allez pouvoir suivre en direct sur notre antenne avec nos envoyés spéciaux à l'Élysée, à Paris, mais également avec nos invités. Et Marcel Guitokoulou, vous êtes président du parti Le Congrès du Peuple, bienvenue. Merci beaucoup. Et avec nous également notre éditorialiste Alfred Chambaud. Bienvenue Alfred. Merci Fanny. Alors Marcel Guitokoulou, déjà peut-être une première réaction sur cette visite du président congolais donc à l'Élysée. Écoutez, on ne peut que saluer la présence du président de la République au palais de l'Élysée pour pouvoir échanger avec son homologue français à la fois sur l'actualité internationale et j'espère beaucoup plus profondément sur la question nationale du Congo-Brazzaville, qui est une actualité brûlante aujourd'hui. C'est une visite sur laquelle tous les Congolais sont suspendus, compte tenu de la longue histoire qui unit les deux peuples, le peuple français et le peuple congolais, qui ont toujours cheminé ensemble en des moments difficiles comme en des moments de joie et de gaieté. Aujourd'hui, le Congo est en phase d'une situation délicate pour son avenir et il est de bonne loi que les deux pays puissent échanger des points de vue sur la question. Alors Alfred, l'ordre du jour des discussions entre le président congolais et le président français n'a pas été encore précisément indiqué. D'après vous, quels sont les sujets qui risquent d'être abordés ? Fanny, il faut d'abord rappeler que François Hollande vient d'une mini-tournée en Afrique où il a été au Cameroun, au Bénin et puis en Angola. Mais si on remet les choses dans la chronologie, donc il y a le Bénin, l'Angola et puis le Cameroun. Or, dans le saut de puce que Hollande fait entre l'Angola et le Cameroun, il y a le Congo-Brazzaville. On sait qu'à Luanda, en tout cas, il y a eu des fuites, des informations dans ce sens-là. François Hollande et le président Dos Santos ont abordé la question justement des élections au Congo-Brazzaville, en tout cas du calendrier électoral au Congo-Brazzaville, et que dans l'une de réponses du président Dos Santos, en accord d'ailleurs avec Hollande, disant mais il faut respecter les termes constitutionnels des élections au Congo-Brazzaville. Et au fond, Eduardo Dos Santos aurait dit à Hollande, si il n'y a pas respect de ce calendrier électoral congolais, et s'il y avait cette fois-ci des problèmes comme on l'a connu par le passé la guerre civile, l'Angola n'interviendrait pas pour soutenir Denis Sassou Nguesso. Et que donc aujourd'hui, qu'il n'y ait pas d'ordre du jour, ça ne m'étonne pas. D'abord, c'est une visite de travail, c'est pas une visite d'État, donc officielle en tant que telle, où éventuellement, naturellement, sera abordée, entre autres questions, celle justement du respect des termes de la Constitution de la République du Congo et la question naturellement de la Centrafrique et du calendrier aussi électoral après le forum de Bangui. Après, il y aura probablement des questions économiques à aborder, mais spécialement des questions politiques. Parce que justement l'enjeu est capital. On voit ce qui se passe au Burundi aujourd'hui, on voit ce qui est en train, l'agitation qu'il y a en République démocratique du Congo, et que donc effectivement toutes ces questions vont faire l'objet justement des discussions entre Denis Sassou Nguesso et François Hollande. Marcel Guitokoulou, vous êtes d'accord, c'est la politique intérieure qui devrait dominer dans ces discussions ? Écoutez, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure dans mon propos liminaire, le Congo se trouve un peu au carrefour de son destin. Après la guerre de 1997, le pays s'étant entredéchiré, on a réussi à construire la paix. Cette paix a été construite, entre guillemets, sur le socle d'une constitution qui a été validée le 20 janvier 2002. Et cette constitution dispose de 3 verrous. L'article 57,
58 et 185. Les 3 verrous, pour résumer, interdisent au président de la République, 1, de pouvoir se représenter pour un 3e mandat à la magistrature suprême du Congo, et le 3e verrou, lui, interdit au président de la République de pouvoir toucher le socle même de ce qui fait l'alternance politique dans le pays, c'est-à-dire la possibilité de changer le nombre de mandats en cours. Les mandats qui sont reconnus au président de la République sont de 2 fois 7, donc ça fait 14 ans que le président de la République est en place. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le peuple congolais est un peu surpris, pas surpris, mais le savait très bien, on va laisser venir, de voir que le président de la République manque de respect à sa propre population en voulant initier un débat autour d'un texte qui est circonscrit, qui lui interdit de pouvoir briguer un 3e mandat. À partir de ce moment-là, le président de la République met en route, en tout cas dans l'esprit général du pays, ce que l'on peut désigner en termes de coup d'État constitutionnel. Et ça, on n'en veut pas. Et c'est pour ça que je souhaite vivement que la question politique ayant trait au terme de la Constitution congolaise soit abordée lors de ces entretiens avec le président Hollande, comme cela l'a été lors de son passage, le passage du président Hollande en République d'Angola et au Bénin. Au Bénin, le président français a fait un discours qui se passe de commentaires et que je salue profondément. Il dit « Respecter la Constitution, c'est faire preuve de maturité ». Donc, nous y sommes. Nous demandons au président de la République de faire preuve de maturité, lui qui est un sage d'Afrique, qui a toujours été au front de toutes les guerres sur le continent pour apporter la paix. Alfred, les relations entre la France et le Congo ont connu au fil du temps des évolutions. Comment est-ce qu'on pourrait définir aujourd'hui l'état de ces relations? Alors, je pense qu'aujourd'hui, les relations entre le Congo-Brazzaville et la France, entre guillemets, ont évité les turbulences du passé. Aujourd'hui, je pense que ce sont des relations qui sont au beau fixe. Dans la mesure où dans un certain nombre de questions diplomatiques, notamment de l'Afrique centrale, la France et le Congo-Brazzaville ont travaillé la main dans la main. On a évoqué la question de la Centrafrique en particulier. On travaillait la main dans la main pour arriver justement à la mise en place des dispositifs juridiques et politiques justement qui permettent la transition aujourd'hui plus ou moins apaisée en Centrafrique. Et puis, au point de vue économique aussi, on sait ce qui s'est passé dans un passé pas lointain où Elf Aquitaine, enfin Total, aujourd'hui, faisait les personnels politiques au Congo-Brazzaville. On n'en est plus à cet état des choses, enfin, de la France-Afrique, en quelque sorte. Simplement, le point d'achoppement, c'est cette question justement du respect de la Constitution. Et je pense que c'est sur ce point-là, effectivement, qu'il y a des frictions entre le Congo-Brazzaville et la France aujourd'hui. Alors justement, pour parler de ces relations entre le Congo et la France, cette coopération concerne plusieurs domaines économiques, bien sûr, mais aussi militaires, culturels et même l'environnement. Les détails avec Ibrahim Ndiaye. Le Congo et la France entretiennent depuis plusieurs années plusieurs relations économiques. La France est le premier partenaire économique du Congo et premier investisseur. Les secteurs pétroliers, les transports, l'agroalimentaire, les services, le BTP, de nombreux secteurs sont concernés dans cette coopération économique. Concernant la coopération avec la France, vous le savez très bien que c'est notre partenaire traditionnel. Avec la France sur le plan économique, je pense que la France est le premier pays. Et à ce niveau-là, nous pensons qu'il y a des sociétés françaises qui sont installées solidement au Congo, en prenant l'exemple des groupes de Bolero et des autres sociétés, aussi dans le cadre de pétrole, et même dans le cadre des BTP, commerce général. Maintenant, sur le plan de la coopération d'une manière
donnant le Congo, les Congolais avec la France. Je pense que les Congolais jusque-là ne se sentent pas inquiétés. Preuve des bonnes relations diplomatiques et économiques, le Congo a bénéficié le 19 juillet 2010 d'une annulation de dette d'une valeur de 646 millions d'euros. Le pays a également réussi sur le plan économique à augmenter considérablement ses échanges commerciaux avec la France. La coopération entre le Congo et la France est très bonne en ce moment. Parce que ceci en faveur de la France, naturellement. Le Congo est l'un des pays dans le golfe de Guinée qui a augmenté en termes de transactions commerciales son volume d'affaires avec la France. Je dirais que la coopération économique est bonne. Au plan culturel, idem. Le dernier exemple concret que je pourrais citer, il y a eu une mission économique organisée par la Maison de l'Afrique où il y a 27 entreprises françaises qui sont arrivées. Et aujourd'hui, 6 mois après cette mission, il y a quand même 7 entreprises qui sont installées désormais au Congo-Brazzaville. Et voilà un exemple que je pourrais vous citer. Et le reste, on peut se référer aux statistiques du commerce extérieur entre la France et le Congo. La coopération est également dynamique sur le plan militaire, culturel, mais également dans les sciences et les technologies. En mai 2008, la signature d'un document cadre de partenariat à Pointe-Noire pour la période 2008-2012 a permis de consolider les acquis du Congo sur les infrastructures, l'environnement ou encore l'éducation et la santé. Guy Toukoulou, on l'a vu dans ce reportage, la France demeure le premier partenaire économique du Congo, à la fois en tant que premier fournisseur et premier investisseur. Qu'est-ce que cela implique d'après vous? Quel regard portez-vous sur cette coopération économique? Écoutez, pour ma part, ça ne fait l'objet d'aucun mystère. Je suis pour une réactivation de cette coopération et la dynamiser de plus belle, puisque les deux pays sont liés, comme je le disais, par une longue histoire. Et il n'y a pas de raison que les échanges ne puissent aller de l'avant. Bien sûr, cela ne veut pas dire que d'autres pays sont exclus de la coopération. Mais en tout cas, aujourd'hui, lorsque vous arrivez au Congo, la langue officielle, c'est le français. Nos enfants étudient en français. Dans nos hôpitaux, on soigne avec des produits français. Donc, il est tout à fait indiqué que le Congo et la France puissent resserrer leur coopération de façon à ce qu'elle soit bénéfique pour les deux peuples. Alors justement, Alfred, les relations économiques entre la France et certains pays africains sont souvent l'objet de critiques. La coopération entre la France et le Congo vous paraît-elle équitable ? Aujourd'hui, dans toute l'Afrique, on parle, depuis l'avènement de la Chine, de partenariats gagnant-gagnant. Il fut une époque où les échanges entre l'Afrique et l'Europe, et en particulier la France et l'Afrique, où les échanges étaient, inégaux, inéquitables. Aujourd'hui, de plus en plus, on tend vers justement des réajustements vers cet équilibre dans le partenariat et dans les échanges entre les deux États, entre la France et l'Afrique. Mais il faut voir qu'il y aura toujours un léger, déficit pour l'Afrique, puisque, et si je prends le Congo-Brazzaville, la question, comme pour la plupart des pays africains, tant qu'il n'y aura pas d'industrie de transformation des produits locaux, des matières premières, on sera toujours dépendant vis-à-vis de l'étranger et vis-à-vis de la France. Et donc, quand on prend la balance entre les exportations et les importations, on verra toujours qu'il y a ce déséquilibre, notamment en termes des biens de consommation de première nécessité. Donc, pour équilibrer les choses, il faut effectivement qu'on arrive à la fois à avoir des industries de transformation de production sur place, des biens manufacturés, au lieu justement de les importer toujours de l'étranger, en particulier de la France. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, il y a des efforts à faire encore. Et d'ailleurs, on le voit dans les accords de partenariat qui lient la France et l'Afrique ou l'Europe et l'Afrique. Il y a des inégalités, notamment en termes de définition de quels produits peuvent bénéficier des faveurs justement au niveau des tarifs douaniers en provenance d'Afrique vers la France, et quels sont les produits venant de la France vers l'Afrique pourraient aussi bénéficier de cela. Or, jusqu'à présent, il y a deux poids, deux mesures, si j'ose dire. D'un côté, effectivement, ça favorise plus la France que les pays africains,
en particulier puisque nous parlons du Congo-Brazzaville, alors que si on regardait les échanges par exemple entre la Chine et la France ou la France et les États-Unis, là on peut dire que ça n'est pas du même niveau. Donc il y a des efforts à faire encore dans ce sens-là vers plus d'indépendance économique, mais cette indépendance économique n'arrivera que si, on diversifie les économies, c'est-à-dire qu'on sorte de l'économie du pétrole, pour le Congo-Brazzaville en particulier, qu'on entre justement dans d'autres types d'économies, l'agriculture, etc., pour compenser le déficit en termes de production, par exemple, agricole, alimentaire, par exemple. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on pourrait parler de partenariat gagnant-gagnant. Marcel Guitokoulou, vous remarquez cette dépendance vis-à-vis de ce principal partenaire qu'est la France ? La problématique est que nos pays sont généralement assis sur une économie de rente. On prend du pétrole, on le revend brut, et derrière, il n'y a pas un investissement local de façon à ce que l'on donne de la valeur ajoutée à nos propres matières premières. Je vous prends l'exemple du Congo. Aujourd'hui, pour asphalter une route, le bitume, il vient de l'extérieur. C'est pas normal, alors que le bitume est un produit dérivé du pétrole que nous avons à foison. Bien, ça, il y a aussi une question de volonté politique derrière. Que la France constitue un frein de temps en temps, je peux l'admettre, mais il y a des pays comme la Chine qui sont prêts à exporter les technologies. Pourquoi cela ne se fait pas? Donc, quelque part, ce n'est pas seulement la faute de la France, mais il y a aussi un manque de volonté politique dans nos États. Dans le cas de l'agriculture, par exemple, nous avons des sols arables qui sont très fertiles, sur lesquels on peut cultiver tout genre de plantes comestibles, comme de cultures industrielles, mais si on ne le fait pas, ce n'est pas la faute de la France, c'est la faute des choix économiques qui sont les nôtres. Et c'est pour ça qu'il faut réajuster le tir. Et redynamiser cette coopération avec la France, il n'y a pas que l'économie. La base de tout un pays, c'est l'éducation nationale. Tant que l'éducation nationale ne marche pas et ne fonctionne pas correctement, évidemment, l'avenir du pays est compromis. Or, dans les temps anciens, ce n'est pas pour dire que je sois nostalgique, moi j'ai hérité de cette formation, nous avions une bonne coopération avec la France, des échanges entre les enseignants, des échanges entre les étudiants, ce qui faisait que ces échanges nous donnaient la capacité de mieux appréhender les problèmes et d'y apporter des solutions. D'ailleurs, lorsque l'on prend les générations différentes, que l'on les compare aujourd'hui, ce n'est plus la même chose dans le raisonnement, même dans la façon de réagir vis-à-vis des événements. Alors d'après vous, qu'est-ce qui est la cause de ces changements? Ce qui est la cause des changements, je pense que quelque part c'est un peu la mauvaise gouvernance dans nos pays. Pourquoi les États africains aujourd'hui se tournent vers d'autres horizons en disant on privilégie une coopération, allez on va le dire, avec la Chine par exemple. Mais parce que simplement en Occident, les États sont un peu plus regardants sur les questions de droits de l'homme, sur les questions de démocratie. Donc on leur pose un certain nombre de contraintes. Et comme on veut à chaque instant passer outre ces contraintes de démocratie et du respect des droits de l'homme, on se donne dans les bras de celui qui ferme les yeux et qui quelque part lui-même cautionne. Alfred, est-ce que c'est une question de choix économique? Est-ce que c'est une question également de manque de diversification des partenaires économiques? Je pense que c'est les deux, hein. C'est-à-dire, Guitokoulou vient de le rappeler, c'est-à-dire que la volonté politique est nécessaire dans le choix de politique qu'on met en place dans tous les domaines. Lorsque cette volonté politique manque, eh bien, on arrive justement à des choix qui sont plus ou moins contestables. Et c'est vrai que lorsque l'Afrique se donne à la Chine ou à l'Inde ou à un certain nombre de pays, c'est que la plupart de ces pays-là ne sont pas regardants sur la question ou les questions essentielles de droits de l'homme, etc. Et donc, si on veut effectivement que nos pays décollent réellement, il faut respecter, le principe de bonne gouvernance, éviter aussi la dilapidation des revenus de ces produits de rente par la captation ou la patrimonialisation de ces revenus, par la corruption, donc là aussi il y a des pertes importantes, en tout cas par la vertu
dans la gestion des deniers publics et par la répartition juste et équitable justement de ces ressources-là, par leur allocation à des projets de développement. Gitukulu a parlé d'éducation, c'est essentiel. Effectivement, quand on regarde d'hier à aujourd'hui, ça n'est plus la même chose. Donc il faut redynamiser ce secteur-là parce que une jeunesse formée, c'est l'avenir d'un pays qui est assuré. Donc je pense qu'il y a des choix effectivement liés au volontarisme politique et notamment au respect justement des textes qui régissent la vie publique, en l'occurrence la Constitution. Marcel Gitukulu, évoquons un peu le secteur pétrolier où justement la présence française est importante avec le groupe Total. Ce groupe qui justement, selon certains, l'activité ne profite pas aux populations. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, pour en témoigner, je vais citer l'exemple de la ville de Pointe-Noire, qui est la capitale économique du pays, qui est aussi la région ou le département dans lequel le pétrole est exploité. Cette ville, aujourd'hui, elle est insalubre. Entre la salubrité parce que les ordures ménagères ne sont pas traitées, mais il y a aussi la pollution liée à l'exploitation pétrolière. On attend des sociétés exploitant le pétrole de pouvoir agir dans ce sens, premièrement. Deuxièmement, dans cette ville, les conditions de vie des populations ne sont pas conformes au statut économique de la ville. Prenez Singapour, prenez d'autres villes dans le monde, mais on sent quand même qu'il y a du dynamisme économique, puisque toute la puissance économique du pays y réside. Donc cet état de fait, il va falloir y apporter des correctifs. Y apporter des correctifs, c'est demander aux exploitants pétroliers et à l'État lui-même de pouvoir allouer des subventions à la ville de Pointe-Noire, au département du Kwilu, pour que ce département puisse se développer et puisse attirer des investisseurs de façon à créer encore plus d'emplois et plus de pouvoir d'achat pour les populations. Alors, quel type de subventions ? On peut par exemple imaginer que dans les revenus pétroliers, il y ait un pourcentage qui soit alloué spécifiquement pour le développement de la ville de Pointe-Noire, surtout dans le cadre du traitement des déchets pétroliers, donc de l'environnement, de façon à assainir la ville. Alfred, les grandes entreprises comme ça qui s'installent dans un pays, notamment là dans le secteur pétrolier, le plus important secteur économique du Congo, doivent participer au développement du pays ? Naturellement, ça va de soi, hein, Fanny. Et je pense, pour en revenir à la question de l'environnement, si le pays ne met pas en place un code de l'environnement appliqué justement à ces grandes entreprises d'exploitation du pétrole ou d'autres, effectivement, elles passent à côté justement ces entreprises ou ferment les yeux sur leurs obligations écologiques, leurs obligations environnementales justement de respect des écosystèmes. Ce qui se passe effectivement à Pointe-Noire avec Total, c'est ce qui se passe aussi au Nigeria, dans le delta du Bénin. On voit effectivement que la pollution, elle est énorme. Il n'y a jamais eu de volonté politique de contraindre justement les entreprises exploitatrices du pétrole de pouvoir mettre en place une politique d'assainissement. Le principe du pollueur-payeur, justement, doit être appliqué dans ce cas-là. Donc, il y a cette obligation. Toute entreprise qui arrive quelque part, alors là, pour le coup, pas seulement Total, mais toutes les autres, même les Chinois ou les Indiens qui arrivent, doivent respecter le code de l'environnement, le code de l'écologie. Pas seulement écologie, j'allais dire, de la nature, mais écologie humaine aussi, puisqu'il y a des conséquences en termes de santé publique. Ça, c'est important. Merci, messieurs. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale sur la rencontre entre le président congolais Denis Sassou Nguesso et le président français François Hollande.